Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cet après-midi. Je vais donc vous présenter dans un premier temps nos intervenants. Ça suffit. Il m'a dit qu'il était insupportable et déjà ça commence. Bienvenue à cette table ronde autour d'un livre qui a été rédigé et mis en forme parce que c'est un très beau livre. Les années 30 et si l'histoire recommençait, donc un livre écrit et réalisé par Pascal Blanchard, ici présent, et Farid Abdoullawab, ici présent aussi. L'idée de ce livre est à la fois de proposer un parcours richement illustré, avec une iconographie de plus de 250 documents, absolument remarquable, d'illustrer les années 30, la crise des années 30, en tout cas les années 30 comme crise, comme moment charnière, et de montrer en quoi elle pourrait être la matrice du XXIe siècle. Donc l'idée, c'est d'établir des liens, pas forcément des similitudes, mais des rapprochements possibles, si je suis les deux auteurs, sans succomber, si possible, au démon de l'analogie, une expression qu'on doit à Marc Bloch, de telle façon à avoir des clés pour penser le présent, si je résume rapidement le projet. Donc cette table ronde est réalisée évidemment avec les rendez-vous de l'histoire, mais aussi en partenariat avec la revue L'Éléphant de Culture Générale, qui va bientôt fêter ses 5 ans, donc 5 bougies. Alors, je vais d'abord présenter les deux rédacteurs. Donc, Pascal Blanchard, vous êtes historien, spécialiste de l'Empire colonial français, spécialisé aussi dans l'histoire de l'immigration, avec d'ailleurs au passage dans ce livre une solide réflexion sur l'impensé du colonialisme en France. Vous avez réalisé plusieurs expositions, dont la très belle au musée Branly, L'invention du sauvage, qui inaugurait, me semble-t-il d'ailleurs, le projet du musée Branly. Et vous avez aussi réalisé plusieurs documentaires sur les indigènes, notamment avec Rachid Bouchareb. Vous avez rédigé également avec Renaud Dely un premier livre qui est à l'origine de celui-ci, en 2014, qui traite lui aussi des années 30, mais qui est un livre plus théorique, puisqu'il n'est pas illustré pour le coup. Les années 30 sont de retour, petite leçon d'histoire pour comprendre les crises du présent. Donc c'est un livre à 4 plumes. Il y avait donc Renaud Dely avec vous, il y avait aussi Claude Askolovitch et Yvan Gastou. Ça va être la première mouture, et d'ailleurs vous allez commencer par nous en parler. Vos 4 collègues, Farid Abdoullawab, excusez-moi, c'est l'émotion. Vous avez travaillé en tant qu'historien de l'art et commissaire d'exposition, donc il y a quelques années ici à Blois pour organiser un certain nombre d'expositions, et récemment vous avez consacré un certain nombre d'ouvrages aux pacifistes, avec les combattants de la paix au XXe siècle aux éditions La Martinière, donc la même collection que l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, des ouvrages aussi sur les voyages imaginaires, sur les carnets de voyage en France, donc des thématiques qui recoupent la question pour le coup de l'international, ce qui est une des grandes thématiques de l'ouvrage sur lequel nous allons discuter. Les deux autres intervenants, donc Renaud Dely, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste, vous vous êtes particulièrement consacré à l'extrême droite, d'où d'ailleurs au passage le positionnement à la gauche, histoire d'équilibrer, voilà. Ensuite, vous avez travaillé aussi à France Inter, mais vous êtes aussi intéressé au domaine du sport, ce qui finalement est un lien avec aussi la politique, puisque vos derniers ouvrages sont consacrés précisément à la fois à la violence en politique et à Marine Le Pen. Je ne fais évidemment aucun lien entre les deux éléments. Ensuite, Joanne Chapoutot, vous êtes le dernier et tout aussi prestigieux intervenant de cette table ronde. Vous êtes spécialiste de l'histoire contemporaine et tout particulièrement du nazisme. Vous avez notamment récemment travaillé sur la culture nazie, la révolution culturelle nazie chez Gallimard en 2017. Je pense que c'est le dernier ouvrage paru. Et vous allez d'ailleurs évidemment pouvoir discuter précisément avec à la fois la conception de l'histoire qui est sous-entendue dans cet ouvrage, puisqu'il s'agit d'établir des relations, et des relations qui peuvent être dérangeantes, hein, je disais, puisqu'on a quand même un peu préparé avant, et donc je disais à Pascal Blanchard que j'avais beaucoup apprécié cet ouvrage, mais que c'est un ouvrage qui est étonnant, qui est un peu âpre, parce qu'il prend parfois à rebours nos représentations de l'histoire, et qu'il établit des rapports qui sont à la fois troublants, mais qui sont aussi parfois dérangeants. Alors pour commencer le débat, ce que je propose peut-être assez rapidement, c'est que l'un d'entre vous
Renault, on a choisi pas tout à fait au hasard, présente assez rapidement en fait les années 30. Qu'est-ce que c'est que les années 30 et singulièrement pourquoi ça commence aux alentours d'octobre 1929 et pourquoi ça s'achèverait aux alentours de septembre 1939, c'est-à-dire ces 10 ans. Quels sont les grands repères qui peuvent nous permettre ensuite de discuter pas à pas, économie, internationale, politique, de rapprochement possible avec notre époque contemporaine. Merci beaucoup. Alors, je vais aborder ce sujet en vous précisant préalablement donc, que moi, je ne suis pas historien, mais je suis journaliste, comme vous le savez. Je vais le faire de façon, en fonction en vertu des quelques compétences que j'ai et des multiples incompétences que je gère, et en partant d'ailleurs du livre que nous avons fait, qui partait de cette problématique-là, du premier livre de 2014 que vous évoquiez à l'instant, qui est donc ce livre à 4 mains, qui est titré « Les années 30 sont de retour, petite leçon d'histoire pour comprendre les crises du présent ». Tout est dans le titre, en quelque sorte, même si au-delà du titre, évidemment, il y a un contenu dans ce livre. L'idée qu'on avait, on est 4 co-auteurs, et l'identité des co-auteurs, me semble-t-il, illustre la démarche, puisqu'il y a 2 journalistes, Claude Askolovitch et moi-même, et 2 historiens, Yvan Gastaut et Pascal Blanchard, qui revendiquent cette qualification, si je ne me trompe. Et ça illustre le fait qu'on avait l'intention d'essayer, et c'est ce qu'on fait tout au long de ce livre, de faire des allers-retours entre le présent, qui est moi la matière sur laquelle je travaille habituellement, même si je suis passionné d'histoire, et le passé, en l'occurrence cette décennie que vous évoquiez, qui va grosso modo du krach de 29 à la déclaration de guerre de septembre 39. Et donc on est parti de l'idée dans ce livre que des similitudes, des rapprochements, un air du temps, des ressemblances nous apparaissaient peu à peu au fil de l'actualité des années, nées dans la foulée du krach de 2008. Et ces intuitions, on les a testées en remontant aux années 30, justement, soit pour valider des rapprochements, soit au contraire pour montrer des différences. On n'était d'ailleurs pas forcément d'accord entre nous. Tout l'intérêt d'être 4 co-auteurs, c'était de mêler à la fois et les compétences, et les expériences, et les approches, et parfois de débattre entre nous, d'essayer d'accoucher ce qu'on a réussi à faire d'une synthèse, puisqu'on a fait, il y a 20 chapitres dans le livre, on a fait 5 chapitres chacun, mais aucun chapitre n'est signé individuellement, puisque nous avons co-signé tous les 4 l'intégralité de l'ouvrage. Et on est donc parti de l'idée, même si le krach de 2008 s'explique par un certain nombre d'événements préalables, comme le krach de 1929, évidemment, avait lui aussi ses origines dans les années précédentes et dans les dysfonctionnements du capitalisme au cours de la décennie précédente. Mais on est parti de l'idée que le krach de 2008 nous rappelait quelque chose, effectivement, ce krach de 1929, dont tout part, même si encore une fois il y a des éléments préalables, c'est-à-dire la constitution d'une bulle spéculative qui prend tellement d'ampleur qu'elle n'a plus de vraie réalité, qu'elle n'a plus, disons, de vrais liens directs avec la réalité des forces productives, la réalité de la production de richesse, l'économie réelle. C'est grosso modo, à très gros traits, la logique qui produit le krach et le jeudi noir d'octobre 1929. C'est à très gros traits la logique qui produit la crise des subprimes, dont on avait des éléments déjà dès l'été 2007, mais qui va éclater en 2008. Et de cette crise économique, de l'explosion de cette bulle spéculative, vont suivre un certain nombre d'éléments, d'événements, de dérèglement en fait. C'est une période de dérèglement profond, de bouleversement et de dérèglement, c'est-à-dire des repères qui tombent les uns après les autres. On a une crise financière qui se transforme en crise économique, c'est le cas dans la foulée du krach de 29, c'est le cas dans la foulée du krach de 2008. On a une crise économique qui frappe d'abord le système bancaire. On a une crise financière qui frappe d'abord le système bancaire, puis une crise économique qui frappe d'abord et plus fort outre-Atlantique aux États-Unis. On a la France qui, et c'est le cas aussi jusqu'en 1931, dans les années 30, parce qu'il y a des systèmes... déjà parce que la mondialisation, il y a aussi des différences, que je vous le disais. La France est frappée plus tard par la crise de 29, comme elle sera frappée un peu plus tard et un peu moins fort que certains de ses voisins au cours des années 2000.
Et donc, ces dérèglements financiers produisent une crise économique, produisent un chômage de masse qui va être... Alors on a en mémoire ces images de longues files de chômeurs sur les trottoirs de New York dans les années 30. Et on a vu le chômage de masse exploser d'abord sur l'ensemble plus particulièrement dans la zone euro, on va dire, en tout cas depuis 2008. Et donc ces dérèglements économiques vont ensuite produire aussi des dérèglements politiques qui eux aussi étaient préalables, qui existaient déjà, il y avait déjà un certain nombre de signes indicateurs, mais qui contribuent, en tout cas qui nourrissent, qui alimentent la montée de ce qu'on appelle grossièrement, et après on pourra revenir sur ces termes-là, mais la montée des populismes, en tout cas la contestation des formations parlementaires traditionnelles, des partis de gouvernement, quelles que soient leurs étiquettes, qui ont échoué au pouvoir, qui sont remises en cause, dans les années 30 comme dans les années postérieures à 2008. Le renforcement de l'extrême droite, vous rappeliez que c'est ma marotte, mon amour de jeunesse, si j'ose dire. Ça fait 25 ans que je m'intéresse beaucoup à l'extrême droite. Et il y a évidemment des similitudes entre la montée d'une certaine extrême droite au fil des années 30 en France, d'une part, les ligues, et puis au-delà, évidemment en Europe, et la permanence, la persistance d'une extrême droite qui préexistait à 2008, mais qui n'a pu qu'être renforcée par ces dérèglements. Donc on a comme ça un certain nombre d'allers-retours avec des points communs, j'en ai évoqué quelques-uns à gros traits, un climat de remise en cause des élites qui se manifeste à travers le scandale, enfin le mot d'ordre que vous connaissez, le fameux tous pourris qui, dans les années 30, de l'affaire de Martano, de la banquière, à l'affaire Stavisky, qui est probablement la plus emblématique, l'affaire Stavisky jusqu'à à la contestation des élites, elles aussi accusées d'affairisme ces dernières années en France. Alors, il y a eu le livre date de 2014, donc on s'arrête à l'affaire Big Malion, qui était déjà une énorme affaire. Depuis, je pense que vous ne contesterez pas le fait qu'on a entendu, enfin, on a humé aussi un léger parfum affairiste au fil de la campagne présidentielle, qui ne semblait pas contester cette intuition, on va dire, pour parler par euphémisme. Donc là aussi, le syndrome du tous pourri qui imprégnait la décennie des années 30 et la contestation de nos responsables politiques, on le retrouve au cours de la décennie qu'on traverse aujourd'hui. Donc ce livre, c'est une succession d'allers-retours, sur le plan culturel aussi, sur le plan idéologique, sur le plan aussi d'ailleurs de l'appréciation du sport et de la dimension idéologique du sport, le sport qui a pu être mis en scène comme un outil politique, évidemment à travers les Jeux de Berlin, et comme il a pu l'être aussi plus récemment, y compris d'ailleurs à travers les Jeux de Sochi. Il y a aussi toute une dimension internationale qu'on approche avec la remise en cause des frontières dans les années 30 en Europe, la question des Sudètes. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre d'apprentis sorciers qui se mettent à jouer eux aussi avec des frontières. Évidemment, on traite de la crise ukrainienne, et puis au-delà d'ailleurs, il y a un certain nombre de responsables politiques qui évoquent maintenant la nécessité, pourquoi pas, disent-ils, d'instaurer une grande conférence des frontières pour redéfinir les frontières au sein de l'Europe, avec tous les dangers que ça porte. Bref, on s'est appliqué, au travers de ces allers-retours, de montrer les points communs, les ressemblances, et puis les différences. J'évoquais la crise, par exemple. La mondialisation aujourd'hui, elle est évidemment beaucoup plus importante, beaucoup plus développée, ce qui explique d'ailleurs la propagation beaucoup plus rapide et violente de la crise que ce fut le cas dans les années 30. À l'inverse, on a aujourd'hui probablement des filets de protection sociale qui, bien qu'amoindris, bien qu'affaiblis, sont beaucoup plus protecteurs quand même qu'ils ne l'étaient dans les années 30, et ça explique aussi un amortissement de la crise. Bref, j'en oublie évidemment, mais comme j'ai promis à Pascal de ne pas faire plus d'1h15 en propos introductif, je vais lui céder la parole dans un instant. Mais en tout cas, c'est la logique qui conduit ce livre, des rapprochements et des différences, des similitudes et des distinctions, et le tout, pour résumer d'une formule, je pense, sur un sentiment, un air du temps, qui pour le coup me semble assez proche entre ces deux décennies, les années 30 et aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais une grande fatigue démocratique. C'est-à-dire une contestation, une remise en cause, une lassitude par rapport à ce qu'est la démocratie parlementaire et représentative. Dans les années 30, on sait ce qu'il est advenu. Il ne s'agit pas du tout, et ce livre n'est pas du tout un livre de prophétie apocalyptique, il ne s'agit pas du tout de dire, évidemment, on connaît la formule de Marx à propos de Napoléon III, selon laquelle l'histoire
voilà, lorsque les grands événements se reproduisent, la première fois c'est une tragédie, la seconde une farce. Espérons que cette fois-ci nous aurons droit à une farce, si j'ose dire. Mais en tout cas, cette grande fatigue démocratique, voilà, je pense que c'est un trait commun. Et on voit qu'aujourd'hui, les démocraties parlementaires traditionnelles semblent parfois un peu à bout de souffle, fatiguées, l'expansion d'une abstention massive, des gens qui ne vont plus voter, qui s'interrogent sur la différence entre la droite et la gauche, certains prétendent qu'il n'y en a plus du tout d'ailleurs, et tout ça participe évidemment, y compris des résultats électoraux qu'on a vus en France cette année, mais aussi ailleurs, puisque ce livre, il était aussi préalable au Brexit, préalable à l'élection de Donald Trump, autant d'événements survenus depuis la rédaction de ce livre qui ne nous semblent pas avoir invalidé toutes nos hypothèses. Alors, vous avez balisé et pour le coup donné un plan. Donc on voit que vous commencez par l'économie, après ça ouvre sur la politique, le social, puis l'international. Donc on va reprendre ce plan-là, si ça vous convient. À partir de l'économie, les deux conséquences que vous tirez, c'est d'une part la montée des populismes. Yoann Chapoutot, est-ce que populisme et fascisme, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des comparaisons possibles? Est-ce que vous introduisez une distinction pour pouvoir valider éventuellement une comparaison, puisque après, une des comparaisons par exemple proposées, c'est Mussolini-Trump, par exemple, dans l'ouvrage. Bon, alors, en histoire, contrairement aux sciences politiques, on a du mal avec les ismes. Hein, fascisme, populisme, c'est un petit peu délicat. Par exemple, la catégorie de fascisme a été érigée dans les années 30 par une historiographie particulière, qui était celle du Comintern, en concept générique pour subsumer tout, c'est-à-dire pour rassembler et pour définir tout ce qui était antidémocratique, anti-ouvrier, anti-syndical, etc. Bon, or, on s'aperçoit un petit peu lorsque l'on regarde que, par exemple, Pétain n'est pas fasciste, Franco n'est pas fasciste, Salazar n'est pas fasciste, Dollfuss non plus et Hitler non plus. Le nazisme, c'est pas du fascisme, etc. Donc, alors, il y a un problème si vous voulez, de concept déjà. Et ensuite, un problème aussi de comparaison. Alors, bon, je précise que moi, je suis l'alibi du débat. Hein. Eux, ils sont là pour vendre leurs livres. Et moi, je suis là pour apporter une contradiction et me faire tomber dessus par trois molosses qui sont spécialistes de la communication. Mais non. Voilà. Ça va bien se passer. Tout ça pour dire, et autant mettre les pieds dans le plat tout de suite, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les deux livres. Et j'ai appris des choses d'ailleurs, notamment dans le premier, hein, c'était vraiment intéressant. Mais je suis un peu circonspect vis-à-vis de cette comparaison entre années 30 et aujourd'hui, pour plein de raisons sur lesquelles on va pouvoir revenir. D'abord parce que, comment dire, c'est une tarte à la crème qui revient tellement, de préférence pas dans la figure, hein, je précise, mais qui revient tellement qu'elle en devient un petit peu suspecte. Et puis, je trouve qu'on est aujourd'hui dans un contexte, dans un univers à la fois mental, social. Renaud Delisle disait avec le filet social, hein, le filet de l'État-providence qui existe aujourd'hui, on est dans un monde qui n'a pas grand-chose à voir avec celui des années 30. Deux remarques, en amont et en aval. En amont, les années 30, si vous voulez, sont un monde de l'après-Grande Guerre, l'après-Première Guerre mondiale, qui a vu 80 millions d'hommes se battre, avec les félicitations de l'État, des États. 80 millions d'hommes, plus de 10 millions de morts, sans compter les civils. 80 millions d'hommes à qui on a dit que tenir une arme, en user, faire usage de la violence, blesser et tuer était bien. C'est non seulement permis, mais c'était bien. Évidemment, en 20 ans, dans les années 30, tout cela ne s'est pas dissipé, d'où les phénomènes de ligues politiques paramilitaires qui existent un peu partout, y compris en France, parce qu'on n'est pas véritablement sorti de la guerre, la démobilisation culturelle ne s'est pas effectuée. Nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement différent. Voyez bien que dès qu'il y a un soldat français qui tombe en OPEX, en opération extérieure, il y a une cérémonie nationale aux Invalides. Voilà. On a un rapport à la mort et à la violence qui n'est pas tout à fait le même. Ça, c'est pour l'amont. Pour ce qui est de l'aval, la véritable césure qui nous a fait changer de monde, c'est plutôt les années 50-60, celle de la modernisation, ce qu'on appelle la modernisation, qui est en fait l'urbanisation, la tertiarisation et l'adieu au terroir. La véritable fin des terroirs, c'est plutôt les années 60, avec le remembrement, la mécanisation et l'exode rural massif. Donc je parle ici pour la France, mais on a véritablement changé de monde de telle sorte que cette comparaison qui est tentante, et de fait, effectivement, il y a des points de comparaison, il y a des similitudes, mais elle a tendance un petit peu à fausser les choses, d'autant plus, si vous voulez, que les années 30 sont une référence écrasante
c'était une espèce de coup de massue intellectuel et rhétorique, puisque on connaît la fin est absolument atroce, et ça a tendance un petit peu à estomper les enjeux et à estomper les nuances. Je trouve qu'il y a une autre période, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, peut-être, s'ils me laissent parler, parce qu'ils vont me déchirer là maintenant, une autre période qui offre plus de points de comparaison avec la nôtre aujourd'hui. Ce ne sont pas les années 30, mais plutôt les années 1880-90, pour le cas de la France et de l'Allemagne en tout cas, et puis de la Grande-Bretagne. J'en suis assez convaincu, mais on pourra en parler peut-être après, si je suis encore vivant. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis. La question, c'est... Alors, juste pour reprendre un petit peu l'aspect progressif, si on peut dire, l'idée du bouquin illustré est sortie d'une rencontre qu'on avait organisée ici à Blois il y a 2 ans, peut-être que certains qui sont présents étaient là, et où en sortant, on s'est dit avec Pascal, mais est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter d'une certaine façon cette première réflexion en apportant 2 choses, une vision plus internationale. Alors vous aviez parlé de Sochi à l'époque, vous aviez été sur un terrain un peu européen déjà à l'époque, mais il n'y avait pas eu une vision, on va dire, internationale qu'on a voulu donner dans cet ouvrage-là, et en l'augmentant aussi, et ça c'est fondamental par rapport à la réflexion qu'on a menée, et ça c'est pas toujours orthodoxe pour des historiens très institutionnels, c'est que l'image intervienne en tant que telle. Ce que je veux dire par là, c'est que habituellement, vous avez des bouquins d'histoire où les comparaisons, les similitudes, les points communs, les interrogations, les réflexions qui sont menées entre 2 périodes ne sont pas vraiment établies. De fait, elles sont provoquées. On n'a qu'à voir ici, dans les différents débats à Blois, on voit toujours que la référence au présent s'effectue et qu'elle est indispensable à la réflexion historique. Mais c'est vrai aussi que la réflexion historique, pas toujours, mais souvent, s'effectue dans une sorte d'îlot, comme ça, où la période serait séparée de tout et où la spécialité s'attarderait à ausculter, détail après détail, source après source, la particularité d'une période. Bon, ce n'est pas du tout la dynamique dans laquelle Pascal ou nous autres peuvent nous trouver. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est d'interroger l'histoire, parce qu'on sait a fortiori qu'on parle du présent et que ce n'est pas possible de faire autrement. Là, l'image, justement, je reviens à l'idée de l'image et de la présence de l'iconographie dans ces ouvrages-là, elle est fondamentale parce que la relation à la source historique n'est pas du tout la même que la relation au mot. Le mot et l'image, c'est vraiment 2 choses totalement différentes, elles sont irréductibles. On a d'ailleurs tendance aujourd'hui, dans la période contemporaine, à considérer l'image comme une sorte d'adjuvant ou en tout cas que cette source-là puisse être commentée en permanence. C'est par exemple, vous voyez, personnellement, je trouve ça dramatique, dans n'importe quel musée de France, vous avez des gens qui se sentent des médiateurs maintenant, qui parlent de l'image et qui coupent toute relation entre le public et l'image, qui ne passe pas forcément par des mots, et qui passe par d'autres canaux qui sont à la fois sensitifs, émotifs, etc. Donc il y a cet aspect-là qui est important, et qui, quand vous voyez une image des années 30, que ce soit une image de propagande ou que ce soit une photographie, évidemment que la photographie est importante parce qu'elle est très présente dans cet ouvrage, et la photographie, c'est pas rien, c'est quand même une sorte de révolution. C'est quelque chose qui arrête le temps. En tant que tel, c'est une sorte de réflexion métaphysique historique. C'est à un moment donné, on appuie sur un bouton et c'est un espace-temps qui se trouve mobilisé. C'est une sorte, on ne s'en rend pas forcément toujours compte, tellement on est habitué aujourd'hui dans la société contemporaine à avoir l'utilisation de l'image photographique, mais il y a une sorte de magie là qui d'ailleurs perturbe aussi la réflexion historique. Donc, je pense à Denis Roche, par exemple, qui était écrivain et photographe, qui disait qu'il y a eu 3 révolutions qui ont arrêté le temps. Il y a eu l'interrupteur électrique qui arrête le temps entre la nuit et le jour. Il y a la photographie qui arrête le temps, et il y a la pilule, le contraceptif, qui arrête le temps aussi, le temps de la procréation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas l'illustration qu'on met dans nos ouvrages, ça va plus que, c'est un élément qui va être dialectique par rapport à la réflexion historique qu'on va mener. La similitude, elle va aussi s'effectuer par rapport à l'image. Je vous donne un exemple. Vous pouvez, par exemple, dans le prochain bouquin qu'on est en train de faire avec Pascal, on peut, avec 2 images, arriver à une tierce situation au niveau de la réflexion historique. Je vous donne le contexte. Il y a une image de Poujade et de Le Pen, jeunes.
Et à côté, on met une image de Marine Le Pen et de Jean-Marie et de son père, Jean-Marie Le Pen. Avec ces deux images-là, vous avez déjà la question de la filiation idéologique est déjà là. Vous avez une relation dans le temps qui s'effectue et vous avez un pont sur quasiment 50 ans qui peut être commenté, etc. Vous voyez, donc l'image, là, elle peut vraiment être intrinsèquement un argument, on va dire, historico-philosophique de poids. Juste sur la question des subtilités dont tu parlais tout à l'heure, et ça c'est vrai, nous en fait, c'est des prétextes. Ces ouvrages-là sont des prétextes, c'est-à-dire des prétextes pour secouer, si vous voulez, des périodes, pour voir aussi, pour interroger aussi des périodes, pour voir quelles sont les relations entre ces périodes et la nôtre. Je prends juste un exemple. Quand on s'interroge par exemple sur la situation du Moyen-Orient dans les années 30, on se rend compte qu'à ce moment-là, avec la fin de l'Empire ottoman, il y a des choses fondamentales qui se sont effectuées et que la question n'est pas d'aborder la similitude ou le parallèle entre cette période-là et aujourd'hui, mais qu'en tout cas, il y a des relations qu'on peut plus facilement établir. Parce que la fin de l'Empire ottoman, c'est une redisposition géopolitique, géographique de toute une partie du Moyen-Orient et des relations que ça va impliquer avec l'Europe, et que ça explique énormément de choses par rapport à ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est des situations aussi prétextes. Et quand Johan disait tout à l'heure que la fin du 19e, je pense que tu pensais à Boulanger, tu pensais à l'essence d'une certaine extrême droite française. Elle était tout aussi valable dans la question comment interroger notre période contemporaine, j'en suis tout à fait persuadé. Donc rien n'est figé, ce sont des questions ouvertes qui avaient été initiées par vous dans le premier bouquin et dont on a voulu pousser le bouchon, on a voulu un petit peu développer l'affaire. Alors, pour laisser la parole à Pascal, je voudrais rebondir. Donc, pour préciser au public, vos chapitres racontent en fait par thème ce qui se passe dans les années 30. Et il y a systématiquement une double page qui confronte en fait deux photos, une photo des années 30, une photo contemporaine, en fait, des années à partir des années 2008. Alors, sur certaines photos, ça fonctionne assez bien. Donc là, par exemple, j'ai sous les yeux, je ne peux pas vous la montrer, mais vous avez des Américains, un couple américain qui est dehors, qui est... voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, non, mais je peux la commenter. C'est juste à gauche, il y a des gens qui sont fait mettre au bord sur la rue, dans la rue, qui avaient un crédit qu'ils n'ont pas pu honorer. Et puis sur la droite, c'est exactement la même image. C'est-à-dire que bon, là, on joue sur des similitudes. Effectivement, là, c'est un peu énorme. Mais ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est efficace. Et en même temps, c'est exactement le phénomène d'éclatement de bulles financières dont Renaud parlait tout à l'heure. Franchement, là, pour le coup, le comparatif, il n'y a pas photo. Autant sur d'autres aspects, il peut y avoir des subtilités, sur des définitions, sur des courants idéologiques, comme disait Johan, etc. Tout ça. Oui, là aussi, il y a quand même il y a des détails à regarder de plus près. Enfin, là, sur ce type de... Mais parfois, juste pour finir sur la comparaison, et je passe la parole après, mais sur ce jeu de double image, donc à chaque chapitre, on a mis deux images, passé, présent, et on a interprété et on a posé des questions. C'est exactement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas chercher, si vous voulez, la similitude. On avait posé la question à Pascal lors d'un débat télévisuel si l'histoire se répétait ou pas. Qu'est-ce que tu avais répondu ? Jamais. C'est simple, parce qu'en fin de compte, elle ne peut pas se répéter, parce que ce que vient de dire Johan, et là-dessus je suis entièrement d'accord avec toi, le contexte n'est pas le même. Par contre, les mécanismes. Ce que dit Renaud est intéressant. La crise provoque le doute, provoque l'angoisse, provoque une sorte de désorganisation sociétale, provoque le doute sur les élites politiques qui n'ont pas pu nous empêcher d'aller à la crise. Donc fait monter des formes de populisme qui seront par définition différentes. Encore que on regardera, l'AfD est arrivée depuis en Allemagne, et qui aurait annoncé il y a 5 ans que l'AfD ferait 93 députés en Allemagne. Rappelle-toi l'Autriche, au moment où on a fait l'ouvrage, on était au second tour, qui était refait une seconde élection, on a hésité. Juste pour raconter une petite anecdote, avec notre éditeur, nous étions en train d'écrire le livre, et la campagne démarrait avec Trump. Vous vous doutez bien que sortir un livre avant l'élection de Trump était compliqué quand on parlait du parallèle avec les années 30. Donc on a supplié notre éditeur d'attendre les élections et de sortir le livre qu'au mois de mars suivant, parce qu'on était, étant en pleine écriture, on voyait arriver Trump comme une évidence d'une Amérique blanche qui doutait, post-crise, 10 ans après, et qui, quelque part, était prête à basculer vers un Trump. Et ça faisait penser à tout ce discours des fascistes américains, et les photos, plein de gens étaient sidérés de voir qu'il y avait des fascistes avec des brassards, soi-disant, qui défilaient dans les rues de New York. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait eu un parti fasciste aux États-Unis. Et le bain qu'il y a eu, parce que Roosevelt avait quelque part un peu écrasé ces années où l'extrême droite a monté, Lindbergh, tout ça n'était pas forcément connu par les gens. Et de découvrir qu'il y avait une histoire
quelque part du trumpisme. D'où il venait? Ce n'était pas un être nouveau dans l'histoire américaine. Les années 30 expliquaient qui était Trump et pourquoi les petits blancs avaient voté pour lui. Et donc nous, on a attendu. Et en plus, quand on voyait Trump en mimique, lui et moi, on avait les films avec Mussolini. Et c'est pareil. Tout le monde considérait Mussolini comme un clown. Mussolini est resté 20 ans au pouvoir. Et la comparaison qu'on a fait en photo entre les deux, ce n'était pas simplement d'avoir deux ultra-droites. C'est aussi du comportement politique en tant que presque gestuel. La manière dont il se comportait. Il ne respectait rien dans le jeu politique. Et comparer les deux nous a permis d'expliquer, attention, quand Mussolini est arrivé au pouvoir, il était perçu comme une sorte de trublion presque amusant. On a vu ce que ça donnait derrière. Et d'ailleurs, un journaliste américain, au même moment où on écrivait, a dit cette phrase, « Trump sera le Mussolini de l'Amérique ». Non, mais c'est aussi sur la question de l'accessibilité au pouvoir. C'est-à-dire que, en fait, évidemment, vous avez les similitudes, elles sont. Ce qui est intéressant, en réalité, quand on va pas rentrer dans le détail forcément de chaque chapitre et de chaque comparaison et d'aller-retour, parce que. Bon, juste pour finir sur Mussolini et sur Trump, ils arrivent au pouvoir en fait de la même façon, c'est-à-dire qu'ils bousculent les codes, ils donnent des coups de coude. Il y a un effet coup de force, c'est-à-dire que vous avez quand ils montent sur Rome, la marche sur Rome est une sorte de, on va passer par des chemins de traverse qui ne sont pas les chemins de traverse tout à fait démocratiques. Pour Trump, si vous me posez la question, l'utilisation des réseaux sociaux. Toute la campagne, le type de campagne qu'il a menée, elle était hors norme par rapport à la tradition démocratique. Aujourd'hui, en communication, il est hors norme dans la manière dont il communique avec Twitter, dans la manière dont il s'exprime avec la nation, dans ce lien direct, comme disaient les fascistes à l'époque, ce lien direct entre Mussolini et le peuple. Lui, il le fait avec son Twitter. Alors bien sûr que cette modernité d'aujourd'hui, elle modifie les règles du jeu. Par contre, dans les mécanismes, la manière dont, et Renaud en parlait tout à l'heure, parce qu'on a repris cette idée-là sur les Jeux de Sochi par rapport aux Jeux de Berlin, Sochi donne à Poutine la possibilité de la Crimée. C'est une nouvelle grande nation, il investit des milliards dans ces Jeux Olympiques, que l'on a tous regardés comme des Jeux Olympiques incroyables au niveau de la démesure de l'argent. Mais pour Poutine, c'est le fait de redevenir une grande nation, de redonner une fierté aux Russes, et quelque part de se donner le droit. C'était quand même incroyable, depuis 1945, aucune nation n'a fait ça. Occuper un territoire européen, décréter qu'il était partie prenante sans que personne ne bouge. Et là, on s'est dit, stratégiquement, c'est comme Hitler avec les Jeux de Berlin. Après, c'est les Sudètes, après, c'est l'Anschluss, c'est une mécanique. Et quand on voit aujourd'hui la pression que Poutine met en périphérie de la Russie, la manière dont il est en train d'avoir un rapport de force militaire, ça nous fait penser à ces années 30, où quelque part, l'URSS était en expansion et imposait au monde une certaine vision, et l'Allemagne en termes de mécanique. C'est la fusion des deux, comme si Poutine avait regardé la méthode. Et c'est ça qui est intéressant. Et est-ce qu'il l'a regardé? Est-ce que oui, rétrospectivement... il l'a dit. Le ministre des Affaires étrangères explique qu'à un moment, on le met dans le livre, une déclaration qui est incroyable. Il dit, écoutez, ils ne bougeront pas plus avec la Crimée que ça a bougé avec les Sudètes. Donc les années 30 sont une référence? C'est une référence parce que quelque part, comme l'enjeu politique n'est plus classique. Renaud venait de dire... quelque part, le parlementarisme, le jeu démocratique s'effondre. À côté de ça, on voit émerger des figures incroyables qui renouvellent complètement le jeu. Le stalinisme ou le nazisme sont des bouleversements absolus en termes de propagande, en termes de manière de gérer le pouvoir. Donc, quelque part, ça a été un bouleversement qui reste encore la grille de lecture de ce qui va faire le monde d'après. Et c'est un temps où tout était possible. Par exemple, ce qu'on a essayé d'expliquer sur le Moyen-Orient ou l'Asie, qu'on oublie aujourd'hui, c'est ce qu'a fait le Japon dans sa stratégie de conquête de l'Asie, est exactement la même méthode de l'impérialisme chinois aujourd'hui. Et les Chinois qui l'ont subi, puisqu'ils ont été, il y a une photo où on voit d'ailleurs comment les Chinois se font dominer par les Japonais et occupés. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de prendre la même grille de lecture que les Japonais pour devenir les maîtres en Asie. Et là, le parallèle est fascinant, non pas qu'ils font la même chose, ils utilisent la même stratégie. Sauf qu'il y a un livre qui est sorti en 1957 en Chine, qui sert encore aux stratèges militaires chinois, comment la Chine va conquérir le monde en 75 ans. Et on est à quelques années de la fin de l'histoire. Et quand on voit les bases chinoises construites dans le Pacifique, quand on voit la manière dont la Chine... Je vous rappelle que Mao vient à peine d'arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il occupe le Tibet. C'est immédiat. Et il intervient en Corée. Personne ne pense l'impérialisme chinois à l'aune aussi d'un modèle qui se reproduit japonais. Parce que nous sommes des fois très loin de ces histoires. Le Moyen-Orient, on parlait pas, ou l'Afrique. L'Afrique des années 30, c'est les prémices des indépendances. C'est une Afrique qui se renouvelle avec ses élites. Et donc, regardez les années 30, cette fois-ci de manière mondiale. C'est aussi une manière de comprendre ce qui se passe, ce qui se trame à ce moment-là. Et à un moment, les parallèles qu'on fait, ils sont pour nous obliger à ne pas être au plus dans la caricature des années 30. Parce que vous le savez comme moi, beaucoup de gens nous disent c'est comme les années 30 et se limitent à quoi? L'émergence d'un seul coup de l'extrême droite. C'est pas faux. Je rappelle que dans les années 30, tous les 6 mois, un gouvernement tombe
et bascule dans un populisme de droite dans les années 30. Et quand vous voyez l'Europe d'Orban, l'Europe de la Pologne, la montée de l'AfD, ce qu'a été l'Italie avec la puissance de la Ligue du Nord, quand vous voyez les partis d'extrême droite en Hollande ou en Belgique, quand vous voyez Marine Le Pen. Je veux dire, s'il y a 20 ans, on nous avait dit que Marine Le Pen serait au second tour d'une élection présidentielle, ou il y a 10 ans, nous ne l'aurions pas forcément pensé ainsi, et que face à elle, il n'y aurait ni un homme ou une femme de droite, ni un homme ou une femme de gauche. Aucun d'entre nous ici n'aurait pris ce pari-là. Et pourtant, la déstabilisation dont on parle démocratique, elle a amené au second tour un vieux populisme européen et quelqu'un qui n'est même plus ni de droite ni de gauche. C'est ça, ce bouleversement qu'a amené. Et dans les années 30, c'est pareil. On avait des comparaisons qui étaient extrêmement intéressantes si on veut comprendre Macron. Des Macron, il y en a des dizaines dans les années d'entre-deux-guerres. Des gens qui se disent... Je vous rappelle que le slogan du PSF des années 30, c'est ni de droite ni de gauche. C'est pas une idée neuve. Elle était déjà présente dans les années 30. Le renouvellement politique de ces élites qui nous ont tant menti. C'est tout ce discours qui traverse les années 30, mais aussi, tu as raison, les années 1890. Ce qui est intéressant, c'est que les années 30, elles ont produit quelque chose. C'est une déstabilisation au monde. Et c'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. Pourquoi elles marquent tant les inconscients collectifs de nous tous? C'est qu'on sait vers quoi elles ont été en termes de renouvellement absolu. Et nous vivons certainement une décennie qui est aussi en plein bouleversement. Johan, vous voulez protester? Juste en placer une. Mais non, mais vous avez vu les machines de guerre. Hein. Bon, voilà, c'est le défilé des Panzers et moi je suis là avec mon pistolet à eau. Bon. Avec les orques de Staline, de Pascal, qui balancent, comment dire, c'est les Katyusha, hein, ils balancent 4 missiles d'arguments à la seconde. Mais oui, c'est la passion d'un livre. Oui, oui. Il faudrait reprendre chaque argument un par un. Bon, mais je ne veux pas jouer à l'histoire institutionnelle, comme tu le disais si plaisamment. Mais juste, par exemple, tu parlais du PSF et Macron. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus proche de Doumergue que du PSF, hein. C'est une espèce d'union nationale molle, etc. Mais alors justement, tu disais, c'était intéressant, tu disais, voilà, il y a un renouvellement dans les années 30, il y a une mise en question de la démocratie par le stalinisme d'un côté, par le nazisme et le fascisme de l'autre, mais justement, cette nouveauté-là, on ne la constate pas aujourd'hui. Il y a une espèce de recyclage de vieilles idées. Bon, Macron, c'est Giscard, quoi, en gros. Hein, c'est, bon, et Matinée de Chaban-Delmas, si vous voulez, hein, la nouvelle société, bon, c'est d'une modernité quand même assez tempérée. Même chose pour ces idées économiques qui n'ont rien de révolutionnaire, mais bon, bref. Donc ça, l'argument de la nouveauté, je le vois pas trop. Bon, l'argument de l'antiparlementarisme non plus, parce qu'on n'est plus dans une démocratie parlementaire depuis 1958. Enfin bon, il y aurait plein de choses à contester. Mais moi, j'aimerais défendre ma salade à moi, qui est, mais je n'ai pas de livre à vendre là-dessus, donc je le fais avec beaucoup de désintéressement. Les années 1880-90 en Europe, voilà. On n'a pas vraiment de nouveau d'un point de vue politique, parce qu'on a par exemple pour la France, on a une démocratie qui se met en place, qui en fait c'est la victoire finale de la Révolution française avec la Troisième République, mais il y a déjà eu des précédents avec un tout petit peu la monarchie de Juillet, un peu la Seconde République, et puis un peu aussi quand même l'Empire libéral avec le suffrage universel, hein, sous Napoléon III. Donc il n'y a pas vraiment de nouveautés délirantes. Il y a une contre-révolution qui s'exprime de manière politique par une droite anti-républicaine, mais là non plus, rien de neuf sous le soleil. La petite nouveauté peut-être, c'est encore que c'est le socialisme national qui apparaît avec des boulangers, avec des Barès à cette époque. Hein. Zef Sternal a très bien montré cette émergence d'une extrême droite française. Alors, il dit pré-fasciste. Bon, alors là, c'est de la téléologie. Hein. Non, c'est l'extrême droite tout court. Il n'y a pas de fascisme à l'époque, puisque ce n'est pas un concept. Mais on est dans un univers politique, au fond, assez balisé, assez connu, qui ressemble au nôtre. Alors qu'effectivement, dans les années 30, il y a un dépaysement avec cette espèce de nazisme. D'ailleurs, on n'en comprend pas vraiment bien la nouveauté à l'époque. Hein. On n'en a pas compris la radicalité extrême, et d'ailleurs aux dépens de l'Europe entière. Mais moi, je vois plusieurs points de comparaison dans le fait que d'abord, les années 1880-90, celles de la modernisation accélérée en Allemagne, celles d'une première modernité industrielle et sociale, économique en France, dans le fait que l'horizon est ouvert dans ces années-là. L'horizon est ouvert, alors que dans les années 30, l'horizon est quand même assez largement fermé. Il y a un consensus... après 1933, 34, 35, c'est assez clair, qui veut que l'issue sera sans doute néfaste, hein, sera sans doute sanglante. Et ça fait consensus à peu près partout. Or, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même expectative. L'horizon des possibles reste ouvert comme à la fin du 19e siècle. Et
en même temps, puisque c'est une locution à la mode depuis quelques mois, en même temps, il y a cette idée que tout le monde est perdu à la fin du 19e siècle en Europe. Tout le monde est perdu parce que premier déracinement, première urbanisation et exode rural, déracinement, on va dire, géographique, topographique, culturel, moral, déchristianisation, etc. Il y a une forme d'errement moral, d'errement intellectuel, culturel, spirituel qui ressemble assez bien à ce que nous vivons aujourd'hui, avec une perte de repères, pour aller vite, et une interrogation sur ce que seraient des valeurs fermement constituées. Et donc je pense que là, on a, et puis évidemment, la peur de la mondialisation, la peur des mutations économiques, qui là nous rapprochent étrangement de cette période. Alors il me semble que c'est peut-être plus fécond, parce que je suis tout à fait d'accord, il faut faire des analogies, il faut penser en similitude, il faut penser en comparaison, et très honnêtement, ce que vous dites là, évidemment, moi je le dirais à des élèves, je le dirais à des amis, je le dirais à mes parents et à ma famille, il n'y a pas de problème. Mais éclairez-nous les gars, vous êtes journalistes, vous êtes universitaires, vous êtes intellectuels, donc faites-nous rêver, et puis proposez-nous voilà, quelque chose de... Mais de toute façon, vous voulez travailler sur la fin du 19e siècle, donc je ne fais que prêcher des convertis. Je vais m'immiscer un instant dans votre duo, parce que je crois qu'il me semble, c'est mon côté synthétique, je vais essayer d'aller vers une synthèse constructive. Non, ça va pas être facile. Je pense qu'on fait fausse route si on part, et d'ailleurs on l'a vu dans la façon dont vous avez tous les deux assimilé le président de la République, l'un au PSF, l'autre à Gaston Doumergue, en passant par Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac-Delmas et quelques autres exemples. Je pense qu'on fait fausse route ou qu'on ne sera pas extrêmement productif si on essaye de définir le nouveau monde, en gros, ce qui émerge, ce que les porteurs, soi-disant, du nouveau monde, eux-mêmes, à mon avis, ne savent pas définir. C'est-à-dire, je pense que Macron lui-même ne sait pas bien ce qu'il est, et je pense qu'on va voir. On va voir. Je ne présage pas, moi, de ce qui va advenir. En revanche, là où il me semble qu'il y a des rapprochements, alors, petite parenthèse, sur les années 1880-1890, et encore une fois, je ne suis pas historien, il y a évidemment des rapprochements que tu as évoqués brillamment. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la dimension... le sentiment que tout soit ouvert et qu'on soit vers une époque tournée vers une époque positive, en tout cas optimiste, où effectivement le champ des possibles soit ouvert, soit forcément prédominant, notamment sur le plan international en particulier. Sur le plan international. Enfin, bon, de toute façon, là aussi, d'ailleurs, je pense que les similitudes entre les années 1880 et la décennie actuelle, il y en a, et puis il y a aussi des dissemblances assez nettes. Là où il me semble qu'on peut, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire, en tout cas dans le premier livre, essayer de tenter ces rapprochements, esquisser ces rapprochements, c'est dans le diagnostic, c'est-à-dire c'est plus dans la déréliction du monde ancien, dans la dégradation, dans la déstabilisation, qu'on voit un certain nombre de points communs assez flagrants. C'est, pour reprendre la formule gramsciiste, voilà, le vieux, la crise, le neuf. On voit le vieux, et quand on observe les deux vieux, quand on compare les deux vieux, les années 30 et le vieux de la décennie qui vient de s'écouler, on voit plein de points communs, on voit la crise, et on voit même les crises. Je suis d'accord, on ne perçoit pas encore le neuf, et encore une fois, loin de nous, l'hypothèse, et on ne fait pas ça dans le livre, d'envisager que le neuf qui va émerger sera demain, à la fin de cette décennie, le neuf terrible et atroce qui a émergé à la fin des années 30. Effectivement, il n'y a pas les grandes idéologies en gestation, le communisme d'un côté, le nazisme de l'autre, etc. On ne voit pas ça du tout poindre aujourd'hui. Mais en revanche, c'est pour ça que j'avais utilisé cette expression tout à l'heure, me semble-t-il, dans le diagnostic d'une grande fatigue démocratique, d'une grande lassitude démocratique, qui fait que dans les années 30, à gros traits, beaucoup de gens, y compris d'ailleurs dans les cercles intellectuels, on a tout un chapitre autour de la revue Esprit et d'un certain nombre d'intellectuels qui eux-mêmes d'ailleurs se voulaient ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche en même temps. Il y avait une perte d'esprit démocratique. On se disait, voilà, on avait plus le sentiment que la démocratie était effectivement le pire des systèmes. Et on avait du mal à aller au bout de la formule de Churchill qui disait à défaut tous les autres. Voilà. Et ce sentiment-là, je trouve qu'il est aujourd'hui, voilà, on constate, on critique globalement, on est déçu et bien souvent de façon légitime des gouvernants, quels qu'ils soient. Et là, c'est pas uniquement en France. La perte de substance de la démocratie représentative, l'abstention, etc. La presse aussi, la presse qui est au banc des accusés en permanence et
Et c'est toujours pareil, la démocratie ou la liberté de la presse qui lui est consubstantielle, on s'aperçoit que c'était important quand on les a plus en règle générale. Et ça, je trouve que cette ère du temps-là, à partir de là, on peut faire des rapprochements. Après, si on prend fait par fait, élément par élément, évidemment qu'il y a énormément de dissemblances et que quand on les déconstruit, alors je vous le dis d'autant plus que, je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains d'entre vous, on a fait il y a 2 semaines un numéro de Marianne pour critiquer les politiques qui manipulent l'histoire. Il était distribué à l'entrée de ces rendez-vous. On était parti de la relecture de la Libération par Jean-Luc Mélenchon quand il avait expliqué que la rue avait chassé les nazis, pour démonter un certain nombre de rapprochements opérés par des politiques quels qu'ils soient ces derniers mois, ces dernières années, dans l'instrumentalisation, l'idée aussi d'une identité française chrétienne immuable, éternelle, défendue, c'est l'école buissonnière pour faire bref. Voilà, un certain nombre de raccourcis comme ça. Par exemple, et tout récemment dans l'actualité, moi je ne pense pas que l'AfD qui entre au Bundestag, je ne pense pas que ce soit des députés, c'est pas les députés nazis qui rentrent au Reichstag, c'est différent. Voilà, il y a évidemment des rapprochements, il y a même un leader social-démocrate allemand qui a dit c'est les nazis qui reviennent. C'est pas la même chose. Voilà, il y a des tas de ressorts dans le vote qui a fait le succès de l'AfD. Il y a des tas d'explications d'ailleurs qui ne sont pas uniquement. Il y a aussi la gestion du dossier de la crise migratoire par Angela Merkel, etc. Il y a des tas d'éléments. C'est pas la même nature. Même le projet de l'AfD, c'est pas l'instauration d'un 4e Reich. C'est un parti foncièrement dangereux d'extrême droite et antidémocratique, mais c'est pas la même chose. Ce qui se passe en Catalogne en ce moment, c'est pas la répétition de la guerre d'Espagne. Il y a d'autres ressorts qui expliquent la relation aussi à l'Union européenne, ce qui explique, d'ailleurs, la revendication indépendantiste catalane, elle est bien plus ancienne. On n'est pas en train de rejouer la guerre d'Espagne, quoi qu'il se passe en début de semaine prochaine. Donc, encore une fois, événement par événement, on trouve évidemment des distinctions. En revanche, il y a ce que tu disais, des mécaniques, des mécanismes, et il me semble qu'il y a une contestation globalement des démocraties qui serait supposée, en tout cas, nous unir. Je tremble d'impatience de prendre la parole après toi, justement, parce que... Non, mais ça, c'est très important, ce qu'il vient de dire. Et il y a 2 choses, en fait. On est toujours, et énormément, tu posais la question tout à l'heure, on est extrêmement en référence aux années 30 depuis quelques années. C'est-à-dire que nous, on l'a amené un petit peu, on a fait une petite synthèse au début du bouquin là-dessus, c'est-à-dire que ça soit les politiques à gauche comme à droite, cette référence, elle est permanente. Donc c'est pas pour rien non plus, et que le fait que cette vision-là, même si c'est en différé et que c'est une sorte de transitivité déformée ou une dérive de la pensée, il n'empêche que cette référence historique est sans cesse réactualisée. Donc c'est pas pour rien, donc ça doit interroger aussi l'historien ou le journaliste. La première chose, c'est ça. La seconde, c'est que vous parliez de neuf tout à l'heure, mais nous, ce qu'on constate quand on fait ce type d'analyse ou qu'on mène ce genre de réflexion, c'est qu'en réalité, du neuf, il y en a quasiment pas. Effectivement, dans la subtilité, l'histoire est toujours différente. Tout le tissu culturel, ça évolue en permanence, on n'a jamais affaire au même scénario 2 fois, ça c'est certain. Mais au-delà de cette couche superficielle, j'ai envie de dire, de l'évolution historique, les mécanismes dont parle Renaud, ils sont intéressants à poser et surtout, ils nous renvoient à la question du progrès, de l'évolution de nos démocraties. Et au fond, tout simplement, pourquoi ? Parce que au-delà de cette couche superficielle, j'ai envie des transformations, de l'éphémère, qu'est-ce qui se passe ? Ces mécanismes, ils nous renvoient à des questions qui sont usées et reusées. Je veux dire, ni droite ni gauche, on l'a bien vu. C'est pas un débat d'aujourd'hui. Ça a toujours été, ça s'est toujours exprimé au sein de la démocratie. La question des élites tous pourris, ce que tu disais tout à l'heure, régulièrement, c'est l'antiparlementarisme revient à la surface. Donc, ce qui est intéressant quand on est dans cette analyse de comparatisme, c'est de se rendre compte qu'il y a peut-être une réflexion un peu plus supérieure à mener à partir de l'histoire. C'est-à-dire que finalement, la philosophie, l'histoire est peut-être une couche, j'ai envie de dire, tout à fait conjoncturelle. Et que peut-être qu'à partir de cette couche conjoncturelle, on peut arriver à autre chose. Alors cette autre chose, c'est quoi ? C'est de se rendre compte, est-ce qu'on peut se poser la question, justement, à l'aune de ce type de parallèle, est-ce que la démocratie évolue, par exemple ? Est-ce qu'on ne retombe pas toujours dans les mêmes débats ou les mêmes faux débats ? Je me souviens d'un article qu'on avait fait avec Renaud dans le premier livre, qu'on a repris beaucoup dans celui-là, parce qu'on entendait beaucoup de parallèles à un moment que les musulmans en France vivaient à peu près les mêmes stigmates que les juifs dans les années 30. Et nous, on avait dit, c'est plus complexe que ça.
Et avec Renaud Askolovitch et Yvan Gastaut, on était parti sur une idée qui a été un des chapitres, que je trouve qu'un des plus intéressants dessus, parce qu'il oblige à penser différemment. L'ennemi intérieur et extérieur que représente le musulman aujourd'hui dans le discours populaire, dans le discours d'angoisse, qui est d'ailleurs largement diffusé par des médias, dans le discours que certains grands essayistes nous transmettent jour après jour, les Zemmour et les autres, en fait, on se comparait beaucoup plus dans les années 30 avec le péril rouge. C'est la peur du communiste. Le communiste était partout, il allait faire abattre la France, il était présent dans nos colonies pour nous faire perdre notre empire, il était terroriste, il avait le couteau entre les dents, rappelons-nous de ces images. Et en fait, on se rend compte que tous les mécanismes de se construire une identité collective, rappelez-vous le slogan de Sarro, le communiste, voilà l'ennemi, eh ben, fonctionnait pareil sur le musulman. Donc là, ce n'était pas du tout la même chose, par définition, puisque là, on n'a pas affaire à du tout la même entité. Mais le mécanisme d'exclusion de l'autre, avec un rapport aussi à la politique internationale de la France, avec une capacité de fédérer des Français sur l'anticommunisme, et cette fois-ci la peur de l'islam ou le rejet de l'islam, avec le pharisi même du converti. Dans les foyers bourgeois, celui qui se convertissait au communisme, c'était pareil avec l'islam, le danger. Tout ça, on retrouvait des mécanismes, et regardez comment ça s'était passé en termes de stigmatisation sur le péril rouge, par rapport au péril vert. Rappelle-toi dans l'article ce qu'on a cité sur les écoles d'officiers qui enseignaient ce danger du péril vert à l'intérieur et à l'extérieur, montrait que là, un mécanisme était tout à fait semblable, mais sur une toute autre population, un tout autre ciblage, et faisait partie d'un mécanisme, en fin de compte, très répétitif sur une idée majeure pour construire une identité commune. À un moment, on choisit un ennemi commun. Et là, vous voyez, il est très différent à la base. On pourrait penser que la comparaison paraît très intellectuelle. En fait, elle est très mécanique. Parce qu'à un moment, ça correspond à nos armées françaises sont sur quel champ d'opération. Ça correspond au discours qu'il y a en France, notamment par rapport aux médias. Ça correspond à un discours de stigmatisation et de rejet de l'autre. Ça correspond à quelque chose sur l'antinational, celui qui n'est pas bon pour la nation, qui est dangereux pour la République. Et tout ce cumul-là devenait très intéressant en termes de grille de lecture. Et on le voit dans les images. Si vous prenez les images en Europe du rejet des musulmans dans certaines campagnes, en Suisse par exemple, en Belgique, en Allemagne, l'AfD par exemple, où le sujet central de l'AfD aujourd'hui, c'est le musulman. Et c'est le danger du réfugié. Et ce thème-là était un thème omniprésent dans la fiche de propagande, mais face aux communistes dans les années 30. Et là, le parallèle devenait intéressant parce qu'on parlait d'un mécanisme semblable, alors que la population visée est tout à fait différente. Donc on voit bien les... Je vous laisse la parole. On voit bien les ressemblances. On voit bien que grosso modo vous êtes aussi d'accord sur l'idée que finalement c'est peut-être une ambiance ou en tout cas un contexte culturel qui est en cause, voire éventuellement des lignes qui seraient à la limite profondes et qui relèvent de l'humain, avec des discours qui sont communs même si la contingence est différente. Mais alors du coup votre objectif c'est quoi? C'est de donner des clés à des lecteurs, mais pour ouvrir quelle serrure? C'est-à-dire, est-ce que derrière, vous avez une politique de droit de mémoire à votre avis, qu'est-ce qu'on en fait de cette comparaison? Est-ce que c'est de l'agilité intellectuelle ou est-ce qu'il y a un objectif qui est derrière? Voilà. Repérer les archétypes, et ils sont nombreux, les enchaînements, les mécanismes, les archétypes. Une fois qu'on se rend compte qu'une société moderne va avoir, comme il dit, à un moment donné, on va stigmatiser parce qu'il y a une construction qui s'effectue nationale ou entre guillemets identitaire. On va être, mais ça peut aller très loin. Enfin, on l'a vu par exemple quand on travaille, ça peut aller jusqu'à l'organisation urbaine. Ça peut aller. Je pense par exemple quand je dis organisation urbaine, je pense quand on se rend compte que drôle de similitude quand même au niveau de l'organisation urbaine justement entre la façon dont on gérait la ville coloniale et dont on gère aujourd'hui les centres-villes et ses banlieues. Hein, on l'a constaté, nous, dans les études les études coloniales, c'est-à-dire que grosso modo, les ouvriers, les indigènes sont à l'extérieur de la ville et le centre-ville historique est occupé par la bourgeoisie gouvernante. Bon, c'est quand même... Voilà. Alors, pour répondre à votre question, une fois qu'on a repéré les archétypes, pour le coup, on se dit, et c'est là où il y a peut-être une fonction à la limite plutôt pédagogique ou en tout cas philosophique, voire même au-delà, où on peut peut-être tirer, non pas politiquement parlant, des leçons de ces repérages-là, mais tout simplement ne pas retomber peut-être à nouveau et en permanence dans des discours usés qui donnent aussi de l'eau au moulin à ceux qui considèrent que la démocratie est un système ou que le parlementarisme est un système justement qui a fait son temps. Et c'est encore une idée qui revient et qui revient. Mais il y a autre chose aussi sur les années 30, et là, c'était un des points de départ de notre travail avec Renaud là-dessus, c'était de se dire, en fait, les gens parlent beaucoup des années 30 comme point de repère, mais ils ne les connaissent pas tant bien, si bien que ça.
C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail de plonger dedans, de la complexité de ce qu'étaient les années 30. On dit le populisme, la montée des populismes, mais attendez, ça a été crescendo, c'est tout l'entre-deux-guerres, il y a une accélération à un moment, c'est pas que le nazisme non plus, il y a des idéologies très différentes d'ultra-droite. Orban aujourd'hui n'est pas un héritier d'Hitler, mais il peut nous faire penser à ce qu'était la Hongrie des années 30 par exemple. Il y a beaucoup de similitudes. Et d'un seul coup, pour pas mal de lecteurs, c'est aussi une redécouverte. Et l'image aussi contribue à ça, parce qu'en termes d'affect de propagande, d'image extrêmement marquante, beaucoup de gens pensent par exemple que les colonies n'ont commencé à bouger dans les années 50. Quand vous dites aux gens que le Yen-Bei c'est 1930 et que ça se révolte en Algérie, ça se révolte en Indochine, ça se révolte en Inde, regarde les images qu'on a avec Gandhi, quand Gandhi arrive pour commencer à négocier les indépendances en Angleterre, où il est méprisé par le gouvernement anglais à l'époque, d'un seul coup les gens découvrent, ah ouais, les années 30 c'est les premiers moments des fissures dans les empires. Donc d'un seul coup on se met à penser le monde. Quand on réfléchit à ce qu'est la question palestinienne par exemple, on se rend compte que dès les années 30 avec la présence britannique, il y a des camps de Palestiniens. Tout le monde l'avait oublié. Les photos qu'il y a de camps palestiniens sont d'ailleurs... Beaucoup de gens ont été très étonnés de découvrir... Parce que les gens, en fait, ont souvent une histoire d'abord qui est très recentrée sur leur pays, ne recontextualisent pas au niveau monde cette crise monde qu'il y a eu, et ont quelques bribes en tête, mais pas forcément toute la complexité de ce qu'a été. Et les files d'attente de chômeurs, on a beau le dire, quand on voit ces millions de personnes qui étaient au chômage, quand on voit ce que symbolisait la crise en Allemagne, dans l'état où était l'Allemagne, d'un seul coup, le rapport, là, cette fois-ci à l'image, nous fait plonger dans un temps qui permet aux gens de penser autrement le temps présent. Donc il y a une vraie valeur pédagogique, je pense, et de savoir, et qui nous oblige de toute façon, y compris en critiquant, et c'est pour ça qu'on a eu du plaisir à débattre ensemble, c'est pas la première fois qu'on fait un débat ensemble. Non, mais je trouve qu'il est vachement intéressant parce que nous ne savons pas si on a raison. Et c'est très secondaire. La question, elle est de nous obliger, et on fera le parallèle sur 2 générations, on en a même parlé ensemble. La preuve, il est déjà assez kamikaze pour venir parler avec nous des années 80-90. Et on fera les années 50 qui ont amené la guerre froide. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ce qu'on demande d'abord à nos élèves en classe, c'est de comprendre leur temps présent à l'aune de l'histoire. Et ça, c'est riche. Pour répondre à votre question, moi, de mon point de vue, puisque vous êtes historien, vous avez des élèves, etc. Attention, moi, je suis journaliste, et comme vous, comme beaucoup d'entre vous, les journalistes m'énervent, m'exaspèrent, me déçoivent. Voilà, je cache ma carte de presse, etc. Il y a parmi tous les clichés qui vous donne envie parfois de balancer votre télécommande dans la télé, je l'ai déjà fait d'ailleurs, etc. Bon, ou de jeter le journal que vous êtes en train de lire. L'une des nombreuses stars des journalistes, c'est ce que j'appellerais la mémoire du poisson rouge. C'est toujours neuf, c'est du jamais vu, c'est inédit. C'est la première fois on n'a jamais vu, c'est inédit, etc. Et c'est ce syndrome-là qui, je pense, est intrinsèque à ma profession. Par définition, le journaliste s'occupe de l'instant du présent. Il est accentué, aggravé, accéléré par la civilisation du zapping dans laquelle on est, les réseaux sociaux, les tweets, etc. Tout va tellement de plus en plus vite qu'on oublie tout, on n'a plus de mémoire. Je le fais à gros traits, je ne vais pas verser dans le déclinisme. C'était mieux avant, mais voilà, en gros. Et ce syndrome du poisson rouge chez un journaliste, c'est terrible. Enfin, voilà, cette mémoire de poisson rouge, moi, ça m'attriste profondément. Et je pense que ce livre, moi, j'y ai participé en tant que journaliste pour contribuer à le combattre. C'est-à-dire de rappeler que non, c'est pas la même chose, mais ça nous rappelle quelque chose, et c'est pas la première fois que ceci ou que cela. Il y a eu d'une autre façon, et c'est justement parce qu'on connaît ce passé que ce passé ne se reproduit pas de la même façon. Mais encore une fois, ce syndrome de c'est la première fois, c'est vrai, tu as raison quand tu disais l'histoire réapparaît toujours. Il y a aussi un gros chapitre dans le livre sur l'antisémitisme. L'antisémitisme, malheureusement, il n'a jamais disparu. Il était florissant dans les années 30. Il l'est malheureusement de nouveau en pleine forme. Et il a plusieurs formes. Il y a l'antisémitisme traditionnel, français, ultra-réactionnaire, je ne sais pas comment le qualifier. Et puis il a pris d'autres visages. Il y a un autre antisémitisme attisé par un communautarisme islamiste qu'on a vu aussi à l'œuvre. Donc l'antisémitisme, il réapparaît. Il réapparaît encore une fois, il n'avait pas disparu, mais il reprend de la vigueur. Et le premier antisémitisme, il existe toujours, malheureusement aujourd'hui. Et malheureusement, il y en a un second qui a d'autres formes, qui n'a pas forcément exactement la même nature, mais qui est tout aussi dangereux, qui s'y est ajouté. Donc on voit, là aussi, c'est pas la même chose, mais ça nous rappelle quelque chose, et puis ça prend d'autres visages. Et le dernier point, comme c'est ma petite marotte, je vais faire ma petite parenthèse Front National, on le voit en ce moment, là, dans la crise que traverse le Front National, qui a de multiples raisons, on s'aperçoit que l'histoire réapparaît là aussi au Front National. C'est-à-dire qu'on a eu, dans la foulée de l'accession de Marine Le Pen au pouvoir, on a eu en particulier quelqu'un qui a effectivement pris une importance considérable dans le parti, qui était Florian Philippot,
Et l'objectif de Florian Philippot, pour faire court, en fait, c'était de déshistoriser ce parti. Voilà. Ce parti est profondément historisé. Jean-Marie Le Pen avait toujours fait du Front National un parti profondément historisé, c'est-à-dire continuant de travailler sur toutes les racines des extrêmes droites, et un parti de revanchards qui voulait prendre de la revanche sur un certain nombre d'épisodes de l'histoire, la collaboration, la décolonisation, d'autres. Philippot est arrivé, il a dit voilà, il faut que le parti, là pour le coup, il voulait un parti de poisson rouge. Voilà, il fallait couper tout ça, qu'il n'y ait plus aucune mémoire pour essayer de reconstruire autre chose. Et puis il a échoué pour des tas de raisons, et on voit que l'histoire de l'extrême droite, elle est en train de réapparaître dans ce qui se produit en ce moment, y compris d'ailleurs l'histoire de la colonisation, on en parlait hier avec Pascal, à travers l'influence de quelqu'un comme Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, vice-président du FN, qui est bien plus jeune et qui n'a pas connu les guerres des colonisations, mais qui se fait au sein de l'extrême droite le porte-voix d'une mémoire, d'une certaine mémoire pied noir bien particulière, etc. Mais voilà, on voit réapparaître ça derrière la crise de l'extrême droite actuellement. Donc on voit qu'effectivement, l'histoire, elle réapparaît souvent. Non, mais juste sur la question de l'antisémitisme, tu parlais d'un antisémitisme communautariste islamiste. C'est assez drôle. Moi, j'ai constaté il y a déjà longtemps de ça dans les pays du Maghreb qu'il y avait dans une certaine forme d'antisémitisme une fibre et un certain nombre d'argumentaires qui émanaient directement de l'extrême droite française des années 30. Et qui relevait même, si on gratte un petit peu plus profondément, qui relevait même d'un certain nombre je ne vais pas les développer ici, mais d'un certain nombre de croyances ou de superstitions qui remonteraient même jusqu'au Moyen-Âge. Donc en fait, et c'est là où l'histoire doit jouer son rôle, justement. C'est là où elle doit échapper au syndrome du poisson rouge dont tu parles. C'est qu'on est capable de repérer ces tendances idéologiques là. Et c'est là où Johan a aussi raison d'apporter des bémols et de sonner le la de la spécificité et de la distinction qui est indispensable aussi. Nous, forcément, on y va un petit peu à la truelle par moment. Non, mais c'est vrai, obligatoirement. On ne peut pas faire autrement, si vous voulez. Et en même temps, c'est une couche, c'est une possibilité qu'on apporte et qui donne lieu au débat. L'autre chose que je voulais juste dire, c'est par rapport à Philippot, pour rebondir, c'est que Pascal s'est trouvé à un débat télévisuel devant Philippot et le livre était au milieu. Et c'était très intéressant de voir son attitude par rapport au bouquin, parce que c'était exactement l'antithèse de ce qu'il voulait justement évacuer. Et il s'est mis, enfin, c'était devenu physique. C'était une chose inadmissible pour lui. La photo, voilà. Doriot, Marine Le Pen. Et Philippot devant, les caméras qui filmaient, et lui qui était. T'as pas besoin de micro en fait, toi, pour parler. Ouais. Et en fait, il était séché parce que ça l'obligeait. Micro, ça l'obligeait à réagir sur cette double comparaison des deux photos qu'avait mis en plus le journaliste à l'écran derrière lui. Donc, tu avais Philippot qui était obligé de commenter et il lui a dit, mais alors, héritage ou rupture? Et le journaliste en plus lui dit surtout que Doriot avait un discours vraiment à destination du monde ouvrier, comme Marine Le Pen aujourd'hui. Et Philippot s'est retrouvé totalement piégé dans ce que tu viens de dire, de devoir sortir de cette spirale, de dire ce n'est pas nous, mais bon quand même, et d'un seul coup, piégé par le rapport à l'histoire, parce que d'une certaine manière, il n'a pas non plus amené un autre discours qui fonctionne. Alors d'où vient Marine Le Pen, si ce n'est de la longue litanie de l'extrême droite française? Et là-dessus, le Philippot, face aux faits historiques, il est piégé. Et face aux images, ce qui est toujours très intéressant aussi, et on parlait tout à l'heure d'images comparatistes qui fonctionnent ou pas, on a eu un grand débat à un moment, parce qu'au moment où le livre est sorti, Alep était en situation de destruction totale. Et ça a occupé beaucoup l'actualité. Donc beaucoup de gens nous ont posé la question de la comparaison entre Guernica et Alep. Ce n'est pas le même pays, ce n'est pas le même continent, ce n'est pas le même conflit, ce n'est pas la même guerre. C'est quand même une guerre civile, très important à dire, avec l'interventionnisme de grandes puissances autour. Pareil que pour Alep, mais d'un seul coup, Alep devenait symbolique. Alep devenait une ville détruite par une guerre qui était devenue presque internationale, qui n'était même plus une guerre civile simplement portée par les Syriens. Et là, la comparaison était intéressante parce qu'elle devenait un symbole, comme Guernica était devenu un symbole par rapport à une guerre civile qui était devenue aussi un lieu de conflit entre les grandes nations. Mais en plus du symbole, je te coupe, en plus du symbole, au-delà du symbole, c'est aussi le même terrain finalement de face à face des nations. C'est-à-dire qu'on a affaire à une situation géopolitique où on a d'un côté la Russie qui teste l'opinion publique et les gouvernements pour voir comment ils réagissent quand elles mènent la danse. Et l'Espagne, pour les Allemands, était la même chose. C'était un premier test de la... Je pense que, Joanne, tu étais d'accord avec nous. C'était un premier test pour la guerre, pour dire, voilà, comment vous allez réagir? C'est une prise en main. C'est une prise en main des événements. Et entre l'Espagne et la Syrie, il y a vraiment cette identité commune. Johan, Alep, Guernica?
Non, mais je me demande s'il n'y avait pas un dialogue avec le public. Est-ce on se posait la question, on a encore un peu le temps. D'accord. Non, mais, et là, c'était fécond parce que les gens qui regardaient Alep avaient l'impression qu'ils étaient sur quelque chose qui n'avait pas, alors là, de référent en amont. Et Guernica permet, parce qu'on connaît maintenant l'histoire, on connaît la symbolique, on connaît la peinture de Picasso, on sait que c'est là que va se former l'axe, l'alliance entre Mussolini et Hitler, on sait que d'une certaine manière va se construire ce qui va se passer après. Donc Guernica n'est pas simplement un référent qui concerne l'Espagne. Et Alep était intéressant parce qu'il a ramené la Russie dans le jeu des grandes nations, il a montré des alliances toutes nouvelles. L'Iran, la Turquie rentraient dans ce jeu des grandes puissances. Et d'un seul coup, ce qui se passait derrière Alep, ville détruite, ville symboliquement complètement érasée par cette guerre, nous permettait à l'aune de ce qu'on sait sur la guerre d'Espagne, qu'un conflit dans une ville, dans un pays, a beaucoup plus d'impact, cette fois-ci à l'échelon international, sur les enjeux politiques qui vont se passer après. Et c'est là où la symbolique comparée était devenue très intéressante, y compris pour dialoguer, et comme le dit Renaud, souvent avec des visions où les gens pensaient qu'Alep c'était une nouveauté. Non, même si les guerres civiles, je le dis bien, ne partent pas pour les mêmes raisons dans les deux pays. Par contre, d'un seul coup, la symbolique était extrêmement proche, et on l'a vu dans les allégories de photographie, et on s'est même nous posé la question, mais le livre était sorti trop tôt, pour arriver à avoir la comparaison, et je pense que sinon on aurait comparé Guernica et Alep. Parce que les deux photos, à un moment, renvoyaient dans l'imaginaire collectif à quelque chose qui s'effondrait. Oui. Après, bon, les photos représentent toujours des soldats, des murs qui s'effondrent, etc. Donc c'est aussi dans le détail que la comparaison est intéressante. Alors une dernière question avant de passer la parole au public. Tu as prononcé le mot déclinisme. La vision que vous donnez des années 30, c'est les années noires. C'est-à-dire qu'on a des processus de crise, des montées en puissance des fascismes, etc. Vous avez consacré tous les deux un chapitre à la culture. Et ce chapitre est un peu, enfin j'ai trouvé à la lecture un peu en porte-à-faux, au sens où la culture, c'est, bon, vous commencez par Céline, hein, je veux dire, c'est de bonne guerre, mais il n'y a pas que Céline dans ces années 30, bon, il y a aussi Malraux, il y a les tout premiers débuts de Camus, il y a aussi des avant-gardes artistiques. Est-ce qu'il y a des années 30 plus lumineuses, et est-ce que la comparaison tient aussi la route de ce point de vue-là, ou est-ce que finalement vous avez choisi une orientation particulière et qui est une orientation, sinon décliniste, du moins assez noire? Oui, ça, en tout cas, c'est vrai qu'il y a deux groupes. Enfin, on a bien vu les Zemmour et compagnie. Enfin, on l'a souvent répété ces derniers temps, mais évidemment qu'il y a des identités communes dans ces familles politiques et dans cette vision et dans ce rapport à l'identité nationale, etc. Bon, là, je vais pas. C'est pas la peine d'épiloguer. Là, je crois que le constat a été largement établi. Non, par contre, sur les élites, par exemple, c'est vrai que c'est pas pour le coup, c'est pas dans le chapitre culture, mais je pense aux surréalistes qui pendant l'exposition internationale ont été les seuls à porter une voix anticoloniale. Pour le coup, mais alors ils sont dans le chapitre sur l'histoire coloniale, et pour le coup qui ont fait une anti-exposition, enfin une contre-exposition, une sorte d'exposition off où ils dénonçaient. Et c'était, mais alors effectivement là ça fait quand même la différence, c'est que les communistes étaient extrêmement présents chez les intellectuels français, enfin du côté de la gauche, et que là aujourd'hui, y compris chez les populistes de gauche comme les mélenchonistes, on ne peut pas dire que ça brille d'intellectuels. Enfin, il n'y a pas de figure qui apparaît, en tout cas, il n'y a aucune figure qui. Donc pour le coup, ou en tout cas vous me l'avez cité parce que moi j'en connais pas. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que à l'époque, la culture est politique. Elle est intimement politique. On le voit dans la peinture, on le voit dans les écrits. Vous venez de parler de Céline. On m'avait même interrogé à l'époque, quand le bouquin est sorti, si on aurait pu comparer Houellebecq et Céline comme reflet de leur époque et de leur temps. Ce qu'on fait et qu'on assume pleinement, oui, parce qu'ils sont à la fois dans une vision incroyable de la décadence de leur temps, et ce sont des auteurs à succès qui ont marqué leur époque. Et dans 100 ans, on parlera encore de Céline, on parlera certainement de Houellebecq comme les reflets de leur époque. Par contre, la grande différence est... Je le pense, à part chez les essayistes, où là on peut retrouver dans la génération d'essayistes déclinistes qui ont beaucoup marqué la dernière décennie, Sarrazin en Allemagne, Zemmour, Finkielkraut en France et compagnie. Là on retrouve les mêmes figures de style dans les années 30, puisque les grands auteurs des années 30 étaient très souvent à droite, ne l'oublions pas, étaient des auteurs qui étaient extrêmement lus, avaient une vision du déclin héritée d'Henri Massy qui était incroyable. Mais chez les artistes, au contraire, c'était l'inverse. Il y avait une vraie modernité, il y avait une vraie rupture esthétique. Cela dit, ce n'est pas propre qu'aux années 30, c'est-à-dire que ça va perdurer jusqu'à la fin des années 60, c'est-à-dire ce devoir de participer politiquement, à la vie politique de la part des intellectuels et des écrivains. Rares sont, et ils étaient, les Aron, les Camus, étaient des gens qui justement qui ne voulaient pas participer
participaient, qui ne se faisaient pas engluer, j'ai envie de dire, dans des déterminismes idéologiques. Ils étaient assez rares, en fait, pendant toute cette période-là. C'est pas que propre aux années 30. Il y a une question qui nous a été posée et les gens ne mesurent pas. Et puis on nous dit, oui, vous ne pouvez plus comparer cette époque parce qu'aujourd'hui, avec Internet, le web, nous avons une rupture mondiale de la communication. Mais les gens ne mesurent pas ce qu'a été l'importance du cinéma parlant dans les années 30 et comment ça a révolutionné une forme de mondialisation. Hollywood, c'est le début d'Hollywood en termes d'affect, mais surtout d'un seul coup, ça a changé totalement la manière, avec la radio également dans le même temps, la manière dont le monde s'est accéléré en termes de modèles communs. Nous, on ne le voit plus aujourd'hui parce que c'est une telle banalité le cinéma qu'on pense que ce n'est pas une révolution. C'est une révolution absolue dans les années 30. D'un seul coup, dans une salle de cinéma, un modèle unique s'impose pendant 2 heures aux spectateurs. Et je pense que la révolution que nous avons vécue, notre génération, là, depuis 10-15 ans, cette accélération de la communication est tout autant valable avec le cinéma. C'est l'époque où on commence à écouter un match de radio en direct, ce qui peut paraître pour nous très archaïque, mais pour l'époque c'est énorme. Un événement sportif devient un événement en direct. Un film nous raconte une vision monde d'un sujet, ce qui aurait été inconcevable avant avec le théâtre. Et cette accélération de la communication, c'est les années 30. Comme l'accélération de la vitesse. Pour nous aujourd'hui, dire qu'un avion va jusqu'à Dakar, oui, mais pour l'époque c'est énorme. Les bateaux qui d'un seul coup devenaient transatlantiques, le fait que la voiture, l'accélération du temps, tout ça, ce sont les années 30 aussi. Et d'un seul coup, il y a un monde qui se rapproche. Le tourisme. Les gens commencent à voyager au Moyen-Orient, commencent à aller en Asie. Toutes ces questions-là font que le monde commence à se mondialiser. C'est une première strate de mondialisation. Et elle est intéressante parce que d'un seul coup, il y a une interconnexion. Quand un boxeur français allait boxer aux États-Unis, on l'écoutait à Paris. C'est pas tout à fait une première strate de la mondialisation, c'est la mondialisation qui s'affirme en fait. C'est plutôt ça, parce qu'elle commence en fait quand même, ça débute depuis quelques décennies quand même. Mais... Bon, on va peut-être passer la parole, comme tu disais, au... Allez, à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à... Je ne sais pas où sont les micros, par contre. Ah, là-haut. Nos interlocuteurs. Voilà. Vous avez un micro à droite, un micro à gauche. Là-haut, madame. Bonjour. Quel parallèle tiriez-vous entre la déflation qu'il y a eu dans les années 30, notamment la politique déflationniste en Allemagne, et cette société du low cost qu'on vit actuellement et le poids qu'elle a sur les salaires et la vie des salariés? Pour le coup, il y a un vrai parallèle vraiment sidérant dans les types de politiques économiques qui sont mises en œuvre un peu partout en Europe après le choc de 1929. Alors, qui est brutal en Allemagne dès l'automne 1929, parce que l'Allemagne est sous perfusion de capitaux britanniques et américains qui se retirent tout de suite, donc la crise frappe tout de suite. Alors que, comme l'a dit Renaud Dely tout à l'heure, pour la France, c'est plutôt 1931. Pendant 2 ans, la France fait figure d'île heureuse, ce qui contraste un petit peu avec, évidemment, avec aujourd'hui. Mais dans les politiques qui ont été mises en œuvre partout, le chancelier Brüning en Allemagne et les Flandins, Laval en France, et puis également Doumergue, la politique qui a été mise en œuvre est une politique de déflation, c'est-à-dire de réduction de la masse monétaire par la compression de la dépense publique. On appelle ça aujourd'hui l'austérité, et c'est quelque chose qui, avec les mêmes causes, a produit rigoureusement les mêmes effets. Et c'est fantastique de voir à quel point on s'est jeté la tête la première et à pieds joints, et on continue dans les mêmes trappes. C'est absolument fantastique. Avec des conditions assez comparables, parce que certes, si les économies sont un petit peu plus fermées à l'époque qu'aujourd'hui, elles sont quand même bigrement ouvertes. Et on confond encore, hier comme aujourd'hui, là, un budget public avec un budget privé. Si vous voulez, la politique austéritaire repose sur le postulat néoclassique, orthodoxe, dirait-on, que le budget d'une collectivité est comparable au budget d'un ménage. Ce qui est faux. Effectivement, lorsque un ménage est à 160% de dette, il est dans des difficultés terribles parce qu'il y a un système judiciaire et pénal qui est là pour le rattraper, au-delà du bancaire. Lorsque un organisme public, un État, est à 160% de dette, il n'y a pas la même contrainte qui s'exerce sur lui. Par ailleurs, la dépense publique, Keynes l'a très bien montré et le montre déjà à cette époque, il y a déjà des formes de politique keynésienne qui ne sont pas encore keynésiennes, mais qui sont des expérimentations, Roosevelt avec le New Deal notamment, mais également le Front populaire avec Léon Blum. Keynes et ces politiques-là ont bien montré que la dépense publique suscite une activité économique et rétablit l'économie. Alors ensuite, il y a des problèmes d'économie ouverte, comme ça s'est posé entre 81 et 83 en France. Mais si vous voulez, il y a des espèces de fétiches ou d'icônes auxquelles on tient encore. Par exemple, le franc.
dans les années 30, la parité du franc or. On tient absolument à son franc or parce que c'est comme la grande armée, c'est comme les poilus, c'est comme l'empire colonial, c'est la puissance de la France, c'est comme Racine et Molière, et on refuse de dévaluer. Voilà. Et à droite, ça c'est certain, sauf Paul Reynaud, et à gauche, comme la gauche veut montrer à la droite qu'elle est crédible d'un point de vue financier et économique, eh bien, elle refuse de dévaluer aussi, et elle ne le fera que trop tard, c'est-à-dire quelques mois après l'accession du Front populaire au pouvoir. Donc on est prisonnier de tabous et de réflexes qui aujourd'hui sont, si vous voulez, entretenus de manière exogène, pour ce qui est de la France, de manière exogène, par l'ordolibéralisme allemand. Et là, pour le coup, en termes de rémanence du passé, de répétition du passé, on est en plein dedans. L'ordolibéralisme allemand, aujourd'hui, qui gouverne, au fond, la politique économique européenne, est un résultat de 1923 et du traumatisme de 1923. Voilà, ça c'est clair. Nos amis allemands n'ont pas digéré la fusion de leur monnaie, hein, la dislocation de leur monnaie dans les années 20, et nous ennuient un peu aujourd'hui avec ce petit problème qui pourrait être réglé par quelques séances sur le divan, ou des débats publics, ou un changement démographique. De fait, vous avez une nation de retraités en Allemagne qui craint pour son pouvoir d'achat et ses placements, d'autant plus que depuis Schröder, il y a eu une mutation du système de retraite, d'un système de cotisation publique vers un système de placement privé qui rend évidemment les retraites allemandes extrêmement dépendantes de la valeur de la monnaie. Voilà. Incroyable ces similitudes dans le moindre détail entre deux périodes. Je ne nie pas qu'il y en ait. Il s'est converti en moins d'1 heure et quart. En même temps, Ils étaient tellement convaincants et puis ils sont tellement beaux aussi que. On va t'inviter. Peut-être d'autres questions? Oui, ici. On voit pas. Je suis sur le côté. Non, vous ne tournez pas du bon côté. Voilà, là, non, ici. Ah, ça y est, voilà. excusez-nous. Bonjour. Je vous ai bien écouté. Je vous ai entendu nous dire que l'histoire ne se répétait jamais. Et en même temps, sans vouloir faire de sémiotique, j'en serais tout à fait incapable, mais la couverture de votre livre dit quand même exactement le contraire. Avec un point d'interrogation. On y voit des hommes en marche, qui portent une croix nazie, avec ce sous-titre, certes avec un point d'interrogation, mais tout de même, et si l'histoire recommençait, comme si vous vouliez nous avertir d'une catastrophe telle que la guerre mondiale et la catastrophe nazie. Donc quel est le parallélisme que vous voulez faire? Vers quelle catastrophe nous acheminons-nous? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Jusqu'où va votre parallélisme? Parce que quand même, votre conception de l'histoire me paraît très mécanique. Mais si vous avez entièrement raison de poser la question, ce qu'on veut dire, c'est la capacité de commencer à se poser des questions sur l'enchaînement de ce que nous vivons. Renaud vient de dire, le journaliste regarde l'instant et essaie de nous le faire comprendre. L'historien regarde le passé pour faire comprendre le présent. Nous prenons les deux et nous sommes en train de nous dire, nous avons suffisamment d'ingrédients pour commencer à nous questionner et ne pas subir ce qui se passe. Nous votons moins, nous ne croyons plus au parlementarisme, la montée des extrêmes existe. Trump était, je vous le dis, je rappelle quand même qu'au moment où on écrivait ce livre et on l'a décalé, très peu d'observateurs en France et de journalistes, les collègues de Renaud, considéraient que Trump, à 6 mois d'élection, avait une chance de gagner. Nous, c'est exactement ce que notre éditeur, mais j'en ai dit, mais aujourd'hui l'Amérique blanche va se fédérer pour Trump, et Trump va gagner. C'était même un débat, vous imaginez, par rapport à un éditeur à qui vous dites tu ne sors pas le livre pour Noël. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de penser la chose. Une question comme celle-là avec un point d'interrogation, pour obliger le lecteur, certes, à ne pas être d'accord avec nous, mais de poser au moins tous les éléments de l'équation. On avait un très grand mathématicien ici il y a 3 jours. La meilleure manière de résoudre n'importe quel problème en mathématiques, c'est de poser l'équation. Et de ne pas partir avec des hypothèses mathématiques qui ne se démontreraient pas. Donc notre question, c'est de dire, prenez tous les ingrédients que nous avons, nous, historiens. Mélangez-les dans un grand mixeur. Posons-nous des questions de ce que ça peut donner. 3 réponses possibles. Oui, nous pouvons aller vers ce qu'on a connu dans les années 50, c'est-à-dire la guerre froide. Avec aujourd'hui des grandes nations comme la Chine, l'Amérique et la Russie qui peuvent quelque part reprendre la main et créer cette situation de tension absolue dont la Corée est un très bon exemple. Deuxième possibilité, basculer vers le sentiment que la démocratie, la droite et la gauche, aujourd'hui peuvent totalement s'effacer, le processus démocratique, par rapport à la montée d'un certain nombre de populistes qui prennent le pouvoir. Ce n'est pas abstrait. En Autriche, ça s'est passé de très très peu. En Allemagne, l'extrême droite monte. Le Front National a été 2 fois au second tour dans ce pays. Arrêtons de penser que ça n'arrivera plus jamais, parce qu'il y aura une expérience de l'histoire qui fait que nous serions capables d'être totalement protégés de ça. Ce n'est pas vrai. On le voit bien qu'avec le poutinisme, on est aujourd'hui arrivé dans le mythe. Quel sera l'avenir après Poutine? Personne ne peut le dire aujourd'hui en Russie. Et troisièmement, autre possibilité, la réaction. Elle est possible. Elle a existé dans des temps. Regardez, on disait cette Amérique
de la démesure, qui à un moment est fasciné par les extrêmes. Lindbergh, on a totalement oublié la puissance évocatrice de Lindbergh des années 30. À un moment, Roosevelt arrive, avec aussi des solutions économiques extrêmement dures, mais Roosevelt arrive parce que c'est aussi une réaction d'une Amérique qui ne veut pas du fascisme. Donc, à un moment, on ne sait pas quelle va être la conclusion absolue. Bien sûr que notre image, elle est à la fois provocante, mais elle renvoie à elle renvoie à un moment d'histoire extrêmement important. C'est l'Expo universelle de 37. Vous savez ce que c'est que cette histoire? C'est ça qu'il fallait, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, c'est pas une construction. Pour poursuivre dans l'analyse d'image que vous avez commencé, qui était tout à fait bonne au niveau du signifiant, on peut dire, c'est que cette photographie ne date pas de 39 ou de 40. Elle date de 37, oui. Elle date de 37. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a mise en fait, si vous voulez. Alors vous allez me dire dans quel contexte. En fait, si vous voulez, c'est au moment de l'exposition universelle où il y a une sorte de face à face entre les deux grandes puissances, l'URSS et le régime nazi. Quand je dis face à face, c'est au sens architectural du terme et symbolique du terme. Les deux monuments se font face en face du Trocadéro. Et il y a le kolkhozien et la kolkhozienne, et puis l'aigle, le bâtiment nazi avec l'aigle et la croix gammée. Et puis quand les autorités nazies apprennent qu'il y a une sorte de combat comme ça, de mise en concurrence. Quand les nazis apprennent que les Russes, le bâtiment des Russes, je ne sais plus combien de... Il y a 10 mètres d'écart, ils décident de augmenter Et c'est à cette occasion-là que cette photographie, enfin dans ces moments-là, que cette photographie a été prise. Donc vous voyez, c'est intéressant justement cette question de lecture d'image, comme vous dites, parce que la photo, elle anticipe elle-même, si vous voulez, d'une certaine façon, sur ce qui va arriver. Donc elle venait juste... rajouter une couche, si je puis dire, au point d'interrogation qu'on posait. Quoi. Et la toute dernière du livre, ce que dit Pafarid, c'était aussi la symbolique du Trocadéro qu'on voulait garder, puisque pour nous, les années 30 se terminent vraiment à quel moment? Le jour où Hitler arrive à Paris, il est 7 h du matin, il est sur l'esplanade du Trocadéro avec tous ses officiers, son état-major et une partie des ministres, et pour lui, c'est un nouveau temps d'histoire qui commence. Donc quelque part, il y a un début et une fin à cette histoire. Et on sait la marquer avec cette décennie des années 30. Donc aucunement ça se termine toujours pareil, parce que par définition, l'histoire n'est pas un éternel recommencement. Mais ce qu'on veut signifier, c'est que de toute façon, nous sommes dans un mécanisme aujourd'hui. Il faut juste le comprendre, l'appréhender, y réfléchir. Plein de voies, c'est encore possible. Qui aurait prédit, même nous, quand on a écrit le livre, on n'a pas prédit Macron. Sinon, on aurait été des petits génies et on aurait réédité 50 fois notre livre. Mais on s'est posé une vraie question. À un moment, on avait un débat entre nous sur qu'est-ce qui va sortir de ces débats à droite et à gauche. Et l'article, par exemple, sur le tous pourri, analyse bien qu'à un moment, la société politique est décrédibilisée auprès des électeurs. Ils n'y croient plus. Et donc, quand on ne croit plus en électeurs, il y a plein de solutions. Il y a du macronisme, il y a d'autres pays, ça a été autre chose. Il y a du populisme en Italie avec Pepe Grillo, il y a Trump en Amérique, il y a le Brexit en Angleterre. En tout cas, ça produit tout ça. Ça prouve bien que cette décennie est en train de produire de la rupture partout. Ces ruptures ne sont pas forcément les mêmes qu'hier. Mais elles sont... Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous sommes vraiment encore dans ce cœur du cyclone, parce que justement, la recomposition a lieu aujourd'hui. Et elle va encore avoir lieu pendant quelques années, parce que nous ne sommes pas sortis de cette crise qui a démarré en 2007-2008, et nous ne sommes pas sortis des angoisses, en tout cas, des populations. Et croyez-le bien, parce que c'était le seul à avoir prévu l'élection de Trump. Hein, donc, historien et prophète. Qu'un procureur devienne avocat en fin de débat, c'est la preuve qu'on avait donc presque raison. Allez, une dernière question. Ah, ça y est, là-haut, monsieur. Micro. Je vais passer à le spécialiste des dictatures vertes ou vert de gris. Alors, une dictature verte, moi j'aimerais bien, à vrai dire. Hein. Ça m'irait très bien, mais je crois qu'on en est un petit peu loin. C'est pas la mairie de Paris, ça, dont tu parles? C'est une blague. Non, mais je ne suis pas Valérie Pécresse sur ce point de vue. Je conclus que tu fais du Vélib. Vas-y, excuse-moi, je t'en prie. Voilà, alors, une dictature verte, on en est quand même très très loin. Hein.
Enfin, comment dire, pour raisonner, si vous voulez, en termes très concrets et très terre à terre, de qui tient le pouvoir économique, financier, militaire, politique, et quels intérêts ces pouvoirs servent. Je crois que, bon, vous voyez un petit peu le destin de Nicolas Hulot en ce moment au ministère de l'écologie. Hein, bon. Excusez-moi encore de ce très mauvais mot d'esprit, mais en revanche, ce que vous dites, monsieur, souligne justement pour le coup une vraie différence sur le fond. Voilà. Évidemment que l'enjeu environnemental, qui est, j'enfonce une porte ouverte allègrement, probablement l'enjeu des décennies à venir le plus important et dont on ne mesure pas encore, je pense, toute la dimension, c'est évidemment là une vraie différence de fond entre les années 30 et aujourd'hui, bien sûr. C'est une vraie différence et c'est un vrai parallèle, au contraire, une vraie similitude avec la fin du 19e siècle. On commençait, notamment en Allemagne, à se préoccuper d'environnement. Merci en tout cas à vous tous, merci. On vous retrouve. Il y avait encore une question. Pardon, il y a un monsieur, dépêchez-vous. Alors, moi, mes interrogations, elles étaient autour de l'espoir. Et j'aimerais savoir si on peut comparer les peurs actuelles face au futur à celles des années 30. Oui, il y avait quelque chose dans les années 30, en tout cas, qui est assez semblable. C'est que le communisme et le fascisme annonçaient un ordre nouveau, les deux. Donc ils annonçaient pour certains quelque chose de très rassurant, et donc par définition pour les autres quelque chose de très inquiétant. Et tout à l'heure tu as dit, c'est toi qui as employé le mot, c'est quand même une génération où les gens ont peur. C'est quelque chose où les gens se demandent comment ça va finir, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, il y a quand même deux mondes qui s'opposent, et d'une manière virulente, et quand on n'appartenait pas à un monde, on avait peur du monde de l'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Ce sera plutôt l'économique, comme a dit monsieur, ou l'écologique, qui sont aujourd'hui des mondes d'inquiétude. Beaucoup se demandent comment va finir la Terre par rapport aux risques écologiques, et d'autres se demandent comment va finir la démocratie par rapport à ceux qui lui donnent des coups de boutoir. Donc je pense que les peurs, si on vraiment utilise ce mot-là, sont assez semblables. Je vous rappelle ce qu'a dit un très bon historien ici dans une conférence. Nous sommes la première génération, par exemple, qui n'est pas certain que ses enfants vont aussi bien réussir qu'eux. C'est une peur sociale absolument incroyable, parce qu'à travers le XXe siècle, chaque génération a toujours pensé que ses enfants feraient mieux que nous grâce à l'éducation, grâce au progrès, grâce à plein de choses. Et nous sommes la première génération où la question émerge pour la première fois. Cette peur sociale, cette peur familiale est très nouvelle. Donc nous vivons dans une société de la peur. Maintenant, tout le monde sait qu'il peut être touché par le chômage, ce qui n'était pas le cas dans les années 50-60, par exemple. Donc nous sommes dans une génération qui a relativement peur, non pas pour un avenir lointain, mais pour un avenir assez proche. Pardon, je te laisse la parole pour conclure. Alors, pour conclure, vous pouvez retrouver tous les auteurs que vous venez d'entendre au stand Lamartinière et Flammarion pour Farid, Renaud et Pascal. Johan, tu es au stand de Gallimard. Donc, vous pouvez retrouver Johan au stand de Gallimard. Vous pouvez retrouver aussi la revue L'Éléphant au stand de la librairie Dialogue. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Merci encore.